Je tiens Fauré non pas pour le plus grand des compositeurs, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais certainement pour un des plus purs, un des plus hauts. Et c'est une musique qui est à tel point une musique de l'intériorité, une sorte de chant de l'âme, pourrait-on dire, qu'il me paraît difficile d'en parler en termes techniques. C'est-à-dire que, si vous le voulez bien, je pense qu'il faut en passer par, en quelque sorte, des valeurs poétiques qui forment l'univers, les contours de la musique fauréenne. La première de ces valeurs, c'est la nuit. La nuit, pas comme une anecdote, pas comme la nuit de cinéma, non, la nuit comme ce moment peut-être privilégié, ce moment où on est plus sensible à l'intériorité, à des vibrations intimes, à une certaine magie. Et Fauré y est sensible entre tous, puisqu'il écrit 13 nocturnes pour le piano. Et tous ces nocturnes sont des moments d'expression intime, toujours caractérisés par de longues phrases, par un flux de l'accompagnement, ce qui n'exclut pas des montées en puissance dramatique, mais toujours déjà la nuit fauréenne. Par exemple, je pense au début du 6e nocturne, avec cette grande phrase de la main droite, qui s'appuie déjà sur un flux de triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Ça, c'est le flux de l'accompagnement. Et par-dessus, cette grande phrase. D'ailleurs, je parle de phrase, on devrait parler de courbe, parce que chez Fauré, on n'a pas vraiment l'impression de phrase comme ce que je suis en train de vous dire, comme le discours. Ça, c'est plutôt dans le domaine de la musique classique. Dans le domaine de la musique classique, on a des phrases articulées. On entend par exemple... Voilà un exemple de phrase, c'est une phrase classique, elle se découpe, elle a sa réponse. Dans la phrase fauréenne, au contraire, des courbes qui se succèdent les unes aux autres. Écoutez par exemple le début de ce 6e nocturne, donc 4 courbes très douces qui s'enchaînent, et puis 3 courbes plus exaltées. Plus loin, dans sa vie, on trouve des nocturnes peut-être plus intérieurs, plus secrets. Par exemple, le 11e nocturne. Dans le 11e nocturne, l'accompagnement n'est plus un flux de triolet, comme on vient de l'avoir dans le 6e, mais cette espèce d'inquiétude sous-jacente qui est donnée par cette syncope du do dièse. Et dessus se pose quelque chose de peut-être plus schubertien, plus seul. Et là arrive un nouveau flux, un flux de croches plus régulières qui soutient le chant. Et enfin, l'ultime nocturne, le 13e, toujours au centre du clavier. Il faut dire que Fauré, à la fin de sa vie, n'était pas devenu sourd, mais il entendait les aigus plus graves et les graves plus aigus.
Ce qui fait que de plus en plus, il écrit des pièces au centre du clavier. D'ailleurs, il avait 75 ans quand le ministère lui demanda de se retirer de la direction du conservatoire. Il n'y avait pas la retraite à l'époque, parce qu'un directeur qui devenait sourd, c'était un peu embêtant pour présider les concours de fin d'année. Et heureusement d'ailleurs qu'on l'a remercié, parce que les 4 dernières années sont celles d'une dizaine de grands chefs-d'œuvre, dont le 2e quintet, la 2e sonate pour violoncelle, le trio, le quatuor, des cycles de mélodies, etc. Donc dans ce 13e nocturne, qui est de la toute fin de sa vie, eh bien, toujours le sentiment d'une intériorité très concentrée, très épurée, et puis cette impression que la musique ne s'arrête jamais, qu'elle forme une espèce de trame continue, qu'elle s'inscrit dans un temps pérenne. Vous avez remarqué qu'il intervient non pas comme un nouvel événement, mais comme une suite logique. Dans l'univers de Fauré, qui est un univers très intérieur, il n'y a pas de place pour l'élément dramatique de théâtre. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'effet de juxtaposition. Il y a un flux musical, mais qui peut petit à petit se transformer, comme ici par exemple, où tout à fait naturellement, nous sommes passés de une sorte de discours de chorale à ce discours plus mobile. Mais il n'y a pas que dans le piano, dans la musique pour piano, qu'on trouve des nocturnes. Il existe également un nocturne pour orchestre à cordes dans une musique de scène. En effet, Fauré compose, comme la plupart des gens à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, des musiques de scène. À l'époque, aller au théâtre, c'était aussi aller au concert. Un tiers de la représentation était dévolu à la musique. Il y avait l'ouverture, il y avait l'entracte, il y avait le postlude, les pastorales, les chants, que sais-je, et là même un nocturne dans cette musique qui est une musique pour le Shylock de Shakespeare. Et cette musique fait entendre, sur socle d'un accompagnement en notes répétées comme ça, une grande mélodie. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on repense à ces musiques de scène de l'époque, c'était de voir qu'elles pouvaient donner lieu à des interprétations différentes. Par exemple, si on prend une pièce de théâtre très connue comme le Péléas et Mélisande de Maeterlinck, eh bien, celui-ci a donné lieu à un poème symphonique de Schoenberg, à un opéra sous la plume de Debussy, mais aussi à 2 musiques de scène, une de Fauré, une de Sibelius. Et entre celle de Fauré et celle de Sibelius, il y a une différence importante. Sibelius se sert de la musique pour, en quelque sorte, planter des décors sonores. Le château, la mer, la tempête, la forêt. Tandis que Fauré s'en sert comme pour faire prolonger dans l'indicible, dans l'ineffable musical, l'intensité du sentiment vécu par les personnages. Au fond, toute sa vie, Fauré a pensé que le sentiment était plus intéressant à exprimer en musique que la sensation. Lui-même ne s'intéresse pas beaucoup à la couleur instrumentale ou orchestrale. Par exemple, il n'écrit pas pour orchestre. Quand par hasard il fait une pièce d'orchestre, eh bien il demande à un ancien élève comme Coquelin de l'orchestrer pour lui.
Vous savez que dans la musique classique et romantique, on a toujours des cadences qui ponctuent le discours et qui sont comme des points-virgules, des points, des virgules, tout ce que vous voulez. Eh bien, Fauré va gommer, au contraire, au profit de ce temps éternel, de ce temps pérenne, de cette élévation perpétuelle du flot musical. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de silence dans cette musique. Donc, Fauré va inventer cette nouvelle temporalité qui s'appuie toujours sur une valeur temporelle précise. Vous avez remarqué qu'il y a toujours un accompagnement soit en triolet, soit des noix régulières, soit le pom, pom, pom que vous venez d'entendre, ce que j'ai appelé tout à l'heure le flow. Et ce flow est un flow immuable, régulier. Ça n'est pas le flux romantique. Vous savez, chez Schumann, on trouve toujours ce genre de formule qui... Ce dernier exemple n'étant pas de Schumann, mais de Chopin. Et vous avez remarqué, mais c'est pas grave, ils se connaissaient. Et ils s'aimaient bien. Et ce flux est un flux qui représente l'agitation de l'âme. Ça n'est pas le cas chez Fauré. D'ailleurs, Fauré ne représente pas l'agitation de l'âme. Au contraire, il en est la médecine, il en est la consolation. Fauré s'intéresse à l'élément liquide, à la mer, comme finalement une promesse d'infini et de lointain. On en a la valeur exacte dans un cycle de poèmes qu'il écrit à la toute fin de sa vie, enfin un cycle de mélodies. Il choisit pour cela un jeune poète qui est mort au moment de la guerre, donc à l'âge de 28 ans, et certainement qui aurait été un des plus grands poètes français, Jean de la Ville de Miremont. Jean de la Ville de Miremont chante les thèmes habituels de l'époque, c'est-à-dire les voyages impossibles, les désirs inassouvis. Il est dans la droite ligne de finalement Mallarmé. Rappelez-vous par exemple les transparents glaciers des vols qui n'ont pas fui, c'est très beau pour toutes ces choses que nous aurions voulu faire mais que nous n'avons pas fait. Et dans l'horizon chimérique, ce titre magnifique, hein, l'horizon chimérique, c'est-à-dire cet horizon vers lequel Fauré tend toute sa vie, eh bien il y a tout un cycle de poèmes. Fauré en choisit 4. Et ces 4 poèmes, il va les dédier à Charles Panzera, qui est un des grands chanteurs français de l'époque. Le hasard a voulu que ce grand chanteur, Charles Panzera, eh bien, c'était mon voisin de dessus, quand j'étais petit et que je travaillais le piano. Donc, j'ai bien connu déjà, si je puis dire, Fauré par son intermédiaire. Et donc, dans les poèmes de l'horizon chimérique, eh bien, il y a déjà cette valeur du flow, car l'accompagnement de la voix a toujours une valeur comme ça, une valeur mobile. Par exemple, le miroitement de l'infini de l'eau, dans le tout premier qui dit « La mer est infinie et mes rêves sont fous », eh bien, le piano fait entendre ce doux miroitement. La mer est infinie et mes rêves sont fous. La mer chante au soleil en battant les falaises et mes rêves légers. J'ai trop de respect pour Fauré pour vous les chanter, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Ça fait un petit peu Léo Ferré, mais enfin bon. La deuxième mélodie, c'est le roulidou du... Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse et roule bord sur bord et tangue et se balance. Et enfin le dernier, eh bien c'est comme une sorte d'élan, de vague infiniment répété. Vaisseau, nous vous aurons aimé en pure perte. Ces vaisseaux, ça représente cet ailleurs, cet espoir de voyage qui ne sera jamais vécu. Donc il regarde de la terre ferme les vaisseaux, et il les regarde partir, et après c'est fini. Le couchant emporta tant de voiles ouvertes que ce port et mon cœur sont à jamais déserts. La mer vous a rendu à votre destinée, au-delà du rivage où s'arrêtent nos pas. Nous ne pouvions garder vos âmes enchaînées. Il vous faut des lointains que je ne connais pas. Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre. Le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi, mais votre appel au fond des soirs me désespère, car j'ai de grands départs inassouvis en moi, les grands départs inassouvis. C'est toute cette idée de l'ailleurs, hein, toute cette aspiration, et le flot représente à la fois cet élan, cet espoir comme ça, toujours possible, hein, cette chimère éternellement
repoussé, et puis aussi cette valeur rythmique, ce balancement. Fauré aime beaucoup de balancement, et il a écrit notamment 13 barcarolles pour piano, avec toujours cet élément du balancement. Par exemple, dans la toute première de ces barcarolles, vous remarquez que dans le premier Fauré, on a encore la division, les fins de phrases bien nettes avec les cadences finales. Et ce balancement qui est là un balancement rythmique, mais qui est parfois un balancement harmonique, et qui dans tous les cas suspend le temps, le clos, puisque dans le balancement, l'avant et l'après et l'avant. Quatrième barcarolle. Et enfin, la 12e barcarolle. Et alors, sous ce balancement de la main gauche, il y a un chant. Mais est-ce qu'on peut encore parler de chant ou de ruban mélodique? Je ne sais pas comment dire. Un ruban mélodique infini qui procède uniquement par note conjointe. Écoutez. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, l'harmonie, la progression de l'harmonie elle-même est particulière. Il n'y a pas d'opposition chez Fauré, il n'y a pas... Non, il y a des accords qui petit à petit, par glissement, changent de couleur. Comme une lumière qui petit à petit, insensiblement, graduellement, changerait et passerait d'une teinte à l'autre. Là, il y a un balancement entre deux accords. Premier accord, deuxième accord, et la mélodie, le fil mélodique. Etc. Fauré représente une des plus grandes ruptures de l'histoire de la musique française. C'est une rupture discrète, c'est une révolution silencieuse, mais sa manière de faire de la musique est tout à fait nouvelle. Je ne parle pas de ses tournures mélodiques, harmoniques, chaque compositeur en a, mais c'est sa conception même de la composition musicale qui est nouvelle. Ce chant infini, cette forme qui ne procède jamais par développement. Il n'y a pas de développement chez Fauré, il n'y a pas tous ces procédés d'école, il y a une espèce de continuation infinie du flux musical. C'est une conception du temps qu'on n'a pas tellement dans la musique occidentale. Et puis, il n'y a pas d'éléments qui viennent de l'extérieur, il n'y a pas de juxtaposition, d'alternance brutale, il n'y a pas de théâtre. Il y tenait absolument toute sa vie, il a essayé d'épurer le plus possible son art. D'ailleurs, on en a une preuve dans une lettre où il relate la vie d'Isaïe qui lui tient beaucoup à cœur. Isaïe est un grand violoniste de l'époque, compositeur également, à qui il dédie son premier quintet en ré mineur. Et dans cette lettre, il rapporte ces paroles d'Isaïe.
Isaïe, donc dit Fauré, trouve le style de mon quintet plus grand et plus élevé que celui de mes quatuors, plus complètement pur de toute recherche d'effet, de la musique absolue. Au fond, c'est peut-être un compositeur essentiellement religieux. Et je ne dis pas ça en pensant spécifiquement au requiem. C'est pas parce qu'il y a des paroles en latin que la musique est religieuse. Elle est religieuse parce qu'elle représente toujours une élévation intérieure, parce que c'est une musique de l'intériorité pure. Mais puisque j'ai parlé du religieux, c'est le moment d'évoquer la grande influence qu'a eu le chant grégorien sur Gabriel Fauré. Parce que on parlait tout à l'heure de ces mélodies toujours en valeur longue, mais elles ont une origine. C'est que Fauré n'a pas fait le conservatoire comme la plupart des musiciens. Le conservatoire, à son époque, n'avait pas toujours, dans certains milieux, une très bonne réputation. D'abord, c'était une école mixte, ce qui est abominable, comme chacun le sait. D'autre part, on y étudiait l'opéra. Donc vous imaginez en plus des chanteuses, des chanteurs, enfin, ça n'était pas fréquentable. Donc à côté de ça, eh bien, il y avait des écoles religieuses comme l'école Niedermeyer. Et justement, Niedermeyer propose aux parents de Fauré de prendre le jeune Gabriel, il est impressionné par ses dons, gratuitement. Il va donc avoir un enseignement beaucoup plus fondé sur l'étude des modes anciens, du plein chant, c'est-à-dire du chant grégorien, de la musique ancienne. Et ça va lui donner les prémices de sa manière de composer. C'est-à-dire déjà l'utilisation des modes anciens, bien sûr, mais aussi une musique qui n'a pas toute la rhétorique romantique et classique habituelle. Il la découvrira un petit peu plus tard, cette musique romantique, car il y a un côté très passionné dans certaines œuvres de Fauré, grâce à son jeune professeur Camille Saint-Saëns. Mais ça n'est déjà pas tout à fait dans les goûts de l'école. Et je vous disais que toute la plastique de sa mélodie vient finalement des contours du chant grégorien. Le chant grégorien, c'est le chant, ce qu'on appelle aussi le plein chant, c'est ce qui est chanté à l'église pendant les 15 premiers siècles, et maintenant encore, mais particulièrement à ce moment-là de notre ère, et ça se caractérise par des mélodies très souples, des suites d'élans, de courbes, et le fait que c'est chanté à l'unisson. Si on prend un exemple avec le Pied Jésus de son requiem qu'il écrit vers l'âge de 40 ans, eh bien, on peut s'apercevoir que si j'enlève les accords dont Fauré a paré cette mélodie, on a l'impression d'entendre en fait du chant grégorien. On va essayer avec le violoncelle. Alors d'abord, sans l'accompagnement, uniquement à l'unisson. Très bien, ça fait très chaussée aux moines, hein, c'est parfaitement grégorien. Maintenant, avec les accords de Fauré. Vous allez me dire, évidemment, il s'agit d'une œuvre religieuse. Mais prenons le fameux premier quintet dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, dans cette œuvre purement instrumentale, vous allez retrouver tout à fait les contours de la musique grégorienne. À la vérité, ce quintet commence par une grande phrase et tous les instruments entrent les uns après les autres à l'unisson pour donner plus d'ampleur à la phrase. Jouons déjà à l'unisson le début du thème. Mettez des paroles en latin et le tour est joué. Ça peut faire penser par exemple à ce Kyrie. C'est exactement la même souplesse, le même ruban mélodique. Mais il y a d'abord chez Fauré une plus grande tendresse. Ce thème est extrêmement tendre, surtout avec les harmonies qu'il y a derrière. Écoutez ce que ça donne avec ces accords. Écoutez la douceur chantante, la tendresse, encore une fois, de ce thème.
Merci. Et c'est très long, hein, ça dure au moins 2 minutes. Je parle de thème, c'est pas un thème, c'est une immense courbe mélodique avec un point culminant au centre. Et puis, cette mélodie continue, infinie, et vous avez entendu ce flot derrière, absolument merveilleux, un espèce de scintillement doux comme ça dans l'aigu, qui crée tout de suite une atmosphère magique enveloppante. Il y a une dernière technique dont je voudrais vous parler, qui est très particulière chez Fauré, et qui lui sert un peu plus à cette abolition, non pas du sentiment de l'écoulement du temps, mais du sentiment qu'il y a un début et une fin, du sentiment de l'articulation des choses, qui lui permet encore plus de continuité. Cette technique, c'est le canon. Alors, le canon, vous pourrez me dire, ça, c'est pas très original. On a tous fait du canon, vent frais, vent du matin, Frère Jacques, etc. Et puis, il y en a beaucoup chez tous les grands compositeurs. Mais chez la plupart des compositeurs férus de contrepoint, comme c'est le cas par exemple de Bach, le canon est une technique d'écriture polyphonique. C'est-à-dire que c'est là pour permettre à chaque voix de chanter, augmenter l'expression justement dans le fait qu'il n'y ait pas uniquement un chant et un accompagnement, mais 2, 3, 4, 5 voix qui en même temps, chacune à leur tour, chantent quelque chose. Chez Fauré, le canon est là pour une autre raison, me semble-t-il, c'est justement pour abolir ce sentiment de début et de fin. En effet, dans une mélodie normalement constituée, comme on en voit tous les jours dans la rue par exemple, eh bien, il y a des fins de phrases, et puis on recommence. Et c'est justement ces fins de phrases qui permettent d'organiser la mélodie, qui donnent des sentiments de repos, de point d'arrêt, de virgule, de ponctuation, de phrasé. À partir du moment où vous avez un canon, il n'y a plus de début ni de fin, puisque quand la première voix termine sa phrase, eh bien, la seconde voix est toujours en train de faire la sienne un petit peu après, ce qui fait qu'il n'y a jamais un arrêt franc du discours mélodique. Et je crois que c'est cela qui a beaucoup intéressé Fauré. Il y a un exemple dans une de ses dernières œuvres pour piano, un prélude, où on a exactement ce canon. Je vais vous jouer déjà la mélodie elle-même, toujours un petit peu souple à la mode grégorienne. Si je la mets en canon avec la main gauche, ça va donner... Vous voyez, à chaque fois que la main droite termine, la main gauche chante comme deux voix amoureuses. Et je rajoute les harmonies, et nous avons le début du 6e prélude en mi bémol mineur. On en a un exemple pour violoncelle dans la seconde sonate. Fauré écrit 2 sonates pour violoncelle et piano. La première, on pourrait la qualifier de sonate de jeunesse, puisqu'il l'écrit à l'âge de 73 ans, tandis que la seconde, dont nous allons vous donner le début, il l'écrit un petit peu plus tard, à l'âge de 77 ans. Et, même chose, un canon, dont je fais la première partie à la main droite du piano et le violoncelle répond. Et maintenant c'est le violoncelle qui commence le canon. Il manque évidemment un élément très important, c'est l'accompagnement. Et la valeur de cet accompagnement est un petit peu fiévreuse parce que c'est tout le temps en contretemps. Comme un hockey. Et alors, le canon se déroule au-dessus et en dessous de cet accompagnement, tout en syncope.
Nous allons terminer par une dernière pièce, qui est l'autre mouvement lent de l'autre sonate, qui a d'ailleurs une histoire un peu particulière, puisqu'il s'agit au départ d'une ode funéraire pour Napoléon. Cette sonate a peut-être quelque chose d'un peu particulier, enfin ce mouvement-là, c'est qu'il y a une sorte de caractère presque pathétique qui est assez rare chez Fauré. Le violoncelle est très déclamatoire, encore une fois très douloureux, très poignant, et ça repose, comme toujours, sur un mouvement immobile. On dirait un défilé comme ça, rythmique, qui peut faire penser à une marche. D'ailleurs, de la marche, il y a le rythme caractéristique qui fait pam, 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 pam. Et puis, à un moment donné, un deuxième flux temporel va venir, 2 fois plus rapide, en croche, sur lequel s'élève un très beau chant du violoncelle. Et puis, il y aura une montée de l'expression jusqu'à un point culminant particulièrement poignant. Le voici. Et après, c'est le retour donc de la marche initiale, mais évidemment, Fauré ne va pas nous laisser sur des choses aussi tendues, aussi sombres, et lutte majeure, puisque le morceau est en lutte mineure, vient éclairer toute la fin, avec de nouveau quoi? Un canon, naturellement. Un canon qui se déroule exactement comme dans le cas de l'autre sonate, c'est-à-dire que, dans un premier temps, c'est le piano qui prend le canon et le violoncelle répond. Entre la main gauche et la main droite, ça donne... Pardon, entre la main gauche et le violoncelle. Et comme tout à l'heure, ça s'inverse, le violoncelle d'abord. Merci. Et puis tout ça, évidemment, baigné par le flux temporel en croche, qui accompagne ce motif. Et en encadrant ce doux flot de notes répétées, eh bien, il y a ce motif, les deux qui nous conduisent vers une consolation et vers l'espérance. Je vous en parlais tout à l'heure, on avait une discussion tout à l'heure avec Henri pour savoir la différence entre l'espoir et l'espérance. Ben, c'est pas commode à définir, croyez-moi, si ce n'est que l'espérance est une vertu théologale, mais enfin, ça nous amène pas bien loin. Peut-être peut-on dire, à cause de l'assonance du nom, que l'espérance, ce serait en quelque sorte l'espoir plus la confiance. L'espoir et la confiance. Et c'est sur cette espérance que se termine le mouvement, avec toujours cette qualité si extraordinaire de consolation de la musique de Fauré. Je vous laisse donc pour terminer écouter le deuxième mouvement de la seconde sonate.